Je m'appelle Sarah, et le jour où ma vie a basculé a commencé par une blague que ma mère trouvait amusante. J'avais 8 ans lorsqu'elle a garé notre voiture dans une station-service, s'est retournée sur son siège et a souri comme si tout cela n'était qu'un jeu. Voyons voir si elle peut retrouver son chemin, a-t-elle dit alors que je sortais pour jeter mon gobelet vide. Je pensais qu'elle plaisantait. La portière de la voiture a claqué. Les verrous se sont enclenchés. Le moteur a vrombé tandis qu'elle s'éloignait de la pompe. Je suis resté là, tenant encore le gobelet en plastique collant, attendant que la voiture fasse demi-tour. D'une seconde à l'autre, me suis-je dit. D'une seconde à l'autre. Elle n'est pas revenue. La voiture s'est réduite à un point minuscule sur l'autoroute, puis a disparu. Les bruits autour de moi sont devenus flous, le bip de la pompe, le crissement des pneus, les conversations des inconnus. Aucune de ces voix n'était la sienne. À l'intérieur de la station, j'ai essayé de l'appeler depuis une cabine téléphonique, les mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le combiné. Directement sur la messagerie vocale. J'ai tout de même laissé un message, ma voix faible et tremblante. Maman, je suis toujours là. Est-ce que tu m'as oublié? Dis-moi ce que je dois faire. Personne n'a rappelé. Les minutes se sont étirées en heures. Un employé blasé m'a fait glisser un soda gratuit sur le comptoir, et quelque part entre la première et la deuxième recharge, j'ai compris. Ce n'était ni une farce, ni une leçon. C'était le moment où mon enfance a pris fin. 18 ans plus tard, une autre porte, d'autres pas, une autre épreuve, sauf que cette fois, je n'étais pas la gamine sans défense attendant qu'on vienne la chercher. C'est moi qui décidais qui pouvait entrer. Si vous voulez savoir comment cette fillette abandonnée de 8 ans est devenue la femme qui a ouvert cette porte, et pourquoi la police est arrivée 5 minutes plus tard, restez avec moi jusqu'à la fin. Ils n'ont pas retrouvé ma mère cette nuit-là. Ils m'ont retrouvé, moi. Une voiture de police est arrivée à la station-service des heures plus tard. Phares éteints, moteur au ralenti. Une femme en uniforme s'est accroupie pour que nous soyons à la même hauteur et a enroulé une couverture sur mes épaules, même s'il faisait encore chaud dehors. Elle parlait doucement, comme si elle avait peur que je me brise si elle haussait la voix. Sarah, c'est bien ça? Tu es en sécurité maintenant. Nous allons passer quelques appels. En sécurité. C'était un mot étrange pour une enfant qui venait d'écouter chaque voiture sur l'autoroute en espérant que l'une d'elles revienne pour elle. C'est cette nuit-là que mon dossier a été ouvert, abandon d'enfant, négligence possible, aucune information de contact qui ne mène à quelqu'un qui décroche. Mes parents avaient disparu aussi nettement que si la terre les avait avalés. Le temps que la paperasse se tasse, je vivais dans une petite maison en périphérie de la ville avec une femme que tout le monde s'obstinait à appeler ma tante, même si je me souvenais à peine d'elle. Elle s'appelait Elisa. La première chose qu'elle a faite a été de me tendre une clé de la maison. Si tu vis ici, tu portes ça, a-t-elle dit. Pas de porte verrouillée que tu n'as pas le droit d'ouvrir. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement refermé mes doigts sur le métal froid et hoché la tête. La vie avec Elisa n'était pas tendre, mais elle était solide. Il y avait des règles. Se lever à l'heure. Faire ses devoirs. Nettoyer sa vaisselle. Dire la vérité, même quand ça fait mal. Il y avait aussi des choses que je n'avais jamais eues auparavant. Un panier repas avec mon nom dessus. Une lumière laissée allumée dans le couloir. Quelqu'un qui remarquait si je tressaillais quand une portière de voiture claquait dehors. Quand je n'arrivais pas à dormir, je dessinais. Au début, c'était la station-service, encore et encore. Des pompes tordues, une petite voiture disparaissant sur une route vide. Elisa trouvait les croquis abandonnés sur la table de la cuisine, ses sourcils se fronçant. Tu peux dessiner d'autres choses, tu sais, a-t-elle dit un soir, en faisant glisser une nouvelle pile de papier vers moi. Des endroits où tu n'es pas encore allé, des choses que tu veux. Je ne sais pas ce que je veux, ai-je admis. Alors continue de dessiner jusqu'à ce que tu saches. C'est ce que j'ai fait. J'ai dessiné des océans que je n'avais jamais vus et des horizons urbains que je n'avais pas visités. Ce qui était drôle, c'est que la station-service apparaissait toujours dans les coins. Parfois, un panneau à l'horizon ou une fine bande de bitume sous un ciel lointain.
Je ne pouvais pas l'effacer, alors j'ai commencé à l'utiliser. Je l'ai transformé en un point de repère plutôt qu'en une prison, un décor d'arrière-plan dans une vie que je refusais de laisser tourner autour de cet après-midi-là. À l'école, on ne posait pas de questions sur mon passé. Les enfants savaient juste que je vivais avec une tante et que mes parents n'étaient pas là. Les chuchotements se sont estompés au fil des ans. Je suis devenue plus grande, plus vive, moins effrayée par ma propre ombre. J'ai appris à répondre au téléphone sans m'attendre à une mauvaise nouvelle. J'ai appris à entrer dans une pièce sans chercher les issues de secours. À mes 18 ans, le dossier à mon nom était épais et usé par les mains des travailleurs sociaux. Mais la dernière note était simple, se porte bien avec sa tutrice. Prévoit d'étudier l'art. Aucun contact avec les parents biologiques. Aucun contact. Je pensais que ça resterait toujours ainsi. 18 ans après la station-service, j'avais enfin l'impression que ma vie m'appartenait. J'avais 26 ans, je vivais dans un petit appartement lumineux au-dessus d'un café, mon atelier d'artiste entassé dans le coin près de la plus grande fenêtre. J'avais un travail à temps partiel de conception de prospectus et de logos, une liste croissante de commandes, et une exposition à venir dans une galerie qui me donnait des nœuds à l'estomac chaque fois que j'y pensais. La plupart du temps, mon passé ressemblait au mauvais rêve de quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un a frappé fort à ma porte. Au début, je l'ai ignoré. C'était un samedi, j'écoutais de la musique, un pinceau à la main, les manches retroussées. Qui que ce soit pouvait laisser un colis ou revenir plus tard, ou, idéalement, oublier que j'existais. On a frappé de nouveau. 3 coups lourds et insistants qui ont fait trembler la fine porte dans son cadre. Je me suis figée. Il y a des sons dont votre corps se souvient avant votre esprit. Ces coups m'ont ramené directement à la station-service, à la façon dont mon cœur battait la chamade dans ma poitrine chaque fois qu'une portière claquait ou qu'un inconnu entrait. Pendant une seconde, la pièce a tangué. J'ai dégluti difficilement et me suis forcé à respirer. Ce n'est qu'une porte, ai-je marmonné. Tu n'as pas 8 ans. Tu n'es pas coincé. Mon téléphone a vibré sur la table. Un texto d'ami. N'oublie pas ce soir, on sort toujours pour fêter ton expo, n'est-ce pas? Une vie normale, des projets normaux. On a frappé une 3e fois. Sarah. Une voix de femme a filtré à travers le bois. Plus âgée maintenant, plus rauque, mais portant toujours une intonation que je reconnaissais jusqu'à la moelle. Sarah, s'il te plaît, on sait que tu es là. Le pinceau a glissé de mes doigts et a cliqueté sur le sol. Un instant, j'ai cru avoir une hallucination. J'avais imaginé la voix de ma mère tant de fois dans des cauchemars et des souvenirs semi-éveillés que ce n'aurait pas été la première fois qu'elle apparaissait dans ma tête sans y être invitée. Mais c'était différent. Le son n'était pas dans mon esprit. Il était dans mon couloir. Sarah, c'est maman, a répété la voix, les mots se bousculant. On veut juste te parler. S'il te plaît, ouvre juste la porte. Mes mains sont devenues froides. Je me suis éloignée du Judas comme s'il pouvait me brûler, puis je me suis forcée à avancer et j'ai pressé mon œil contre le petit cercle de verre. 2 personnes se tenaient de l'autre côté, ma mère et l'homme qui se tenait autrefois à ses côtés devant l'évier de la cuisine, se passant les assiettes et prétendant que tout allait bien. Ils étaient plus vieux, des rides creusées sur leur visage, leurs vêtements froissés et humides à cause de la bruine extérieure, les épaules voûtées comme s'ils portaient quelque chose de lourd depuis longtemps. Ils ressemblaient aussi à des inconnus. Pendant une longue seconde, aucun de nous n'a bougé. Je pouvais voir les lèvres de ma mère bouger, répétant un discours. Peut-être essayant différentes introductions avant que je ne décide de la laisser entrer. Ma poitrine s'est serrée. 18 ans sans un mot. Et maintenant, ils étaient sur mon paillasson comme s'ils passaient juste après le travail. J'ai détaché la chaînette mais j'ai laissé le verrou. La porte s'est entr'ouverte, juste assez pour qu'ils voient un œil, une tranche de mon visage. Salut, ai-je dit, ma voix calme. Vous êtes en retard. Les yeux de ma mère se sont instantanément remplis de larmes. Sarah, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu, regarde-toi. Tu es une adulte. À quoi vous attendiez-vous, ai-je demandé. Que j'ai encore 8 ans et que je sois debout à côté d'une pompe à essence?
Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. L'homme, mon père, bien que je refuse d'utiliser ce mot, s'est éclairci la voix. On mérite ça, a-t-il dit doucement. On sait ce qu'on a fait. On essaie de te retrouver depuis des années. J'ai laissé échapper un rire sec. C'est drôle. J'ai le même numéro de téléphone depuis 6 ans, le même email depuis 8, la même tante depuis la nuit où vous êtes parti. On a tout perdu, a lâché ma mère. La maison, l'entreprise. On a déménagé sans arrêt. Ça a pris du temps pour remonter la pente, pour arranger les choses, pour te retrouver. Voilà. Pas des excuses. Pas vraiment. Une liste de leurs propres désastres. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé. Je n'ai pas pris la peine de prétendre que c'était des retrouvailles nostalgiques. La mâchoire de mon père s'est crispée. On a des ennuis, a-t-il admis. Des dettes, des problèmes juridiques. Des gens nous poursuivent pour de l'argent qu'on n'a pas. On s'est dit. Peut-être qu'on pourrait parler. Peut-être que tu pourrais nous aider. Juste le temps de s'en sortir. Aider. Le mot est tombé comme une pierre dans mon estomac. J'ai imaginé la petite fille de 8 ans à cette station-service, regardant les feux arrière disparaître. Personne ne l'avait aidée. Elle avait dû attendre qu'un employé finisse par remarquer qu'elle n'avait pas bougé depuis 1 heure. Vous m'avez abandonné, ai-je dit doucement. Vous m'avez laissé sur le bord de la route pour voir si je pouvais retrouver mon chemin. Et maintenant, vous êtes ici parce que vous avez besoin d'argent. Ma mère a tendu la main, le bout de ses doigts effleurant le bord de la porte. On a été stupide. On a été cruel. On le sait. On a été puni pour ça, Sarah. Plus que tu ne l'imagines. Pas assez, ai-je répliqué, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Derrière eux, au bout du couloir, j'ai vu Madame Patel du 3B sortir de son appartement avec son petit chien, s'arrêtant quand elle a réalisé qui était à ma porte. Son regard a oscillé entre leur visage et le mien. Pour la première fois, j'ai vu la situation de l'extérieur, 2 étrangers désespérés martelant la porte d'une jeune femme, la voix haute, refusant de partir. J'ai pensé à mon dossier. Abandon d'enfant, aucun contact. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais fixé le plafond en me demandant ce qui arriverait s'il réapparaissait un jour. Je m'étais promis que si ce jour arrivait, je ne serais plus la gamine sans défense à la station-service. Je ne vous donnerai rien, ai-je dit. Ni argent, ni seconde chance, ni place dans ma vie. Vous avez fait votre choix il y a 18 ans. Le visage de mon père s'est durci. Tu ne peux pas être sérieuse. Regardez-moi faire. J'ai fermé la porte. Leurs voix ont explosé de l'autre côté, suppliant, se disputant, les poings frappant le bois. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables tandis que je remettais la chaînette en place et prenais mon téléphone. Pour la première fois de ma vie, en ce qui concernait mes parents, je n'appelais pas pour supplier. J'appelais pour signaler. La répartitrice au téléphone semblait calme, presque ennuyée, comme si c'était juste un autre appel du samedi. Pour elle, c'était probablement le cas. Pour confirmer, a-t-elle dit, ce sont vos parents biologiques. Vous n'avez pas eu de contact depuis des années, et ils refusent de quitter votre porte. Oui, ai-je répondu. Et il y a plus. Quand j'avais 8 ans, ils m'ont abandonné dans une station-service. Il y a un dossier, un rapport. J'ai été placée chez ma tante après ça. Il y eut une pause. Je l'imaginais parcourant un écran d'ordinateur quelque part, scannant un dossier à mon nom. D'accord, Sarah, a-t-elle dit, son ton changeant légèrement. Des agents sont en route. Restez à l'intérieur. N'ouvrez plus la porte. J'ai raccroché et reculé, respirant difficilement. Dehors, les coups continuaient. La voix de ma mère se brisait en m'appelant, promettant qu'ils voulaient seulement parler, qu'ils étaient une famille, que nous pouvions trouver un arrangement. Le ton de mon père est devenu plus sec, la frustration perçant à travers ses mots chaque fois que je restais silencieuse. Je regardais la poignée de porte comme si elle pouvait tourner d'elle-même.
Quand les sirènes ont finalement retenti au loin, mon corps tout entier s'est détendu dans une longue expiration que je n'avais pas réalisé retenir depuis 18 ans. Je n'ai pas ouvert la porte quand les agents sont arrivés. Ils ont d'abord parlé à mes parents dans le couloir, leur voix basse et ferme, puis ont frappé doucement et se sont identifiés. Je les ai laissés entrer, leur ai raconté l'histoire depuis le début, et j'ai regardé l'un d'eux griffonner des notes tandis que l'autre écoutait, les yeux se plissant à des dates et des détails spécifiques. Vous avez dit qu'il y avait un dossier, a demandé le plus âgé. De quand vous étiez enfant? Oui, les services de protection de l'enfance. J'ai été placée chez ma tante, Elisa Martin. Elle se souviendra de tout. Ils ont échangé un regard. D'accord, a-t-il dit. Nous allons vérifier ça. Pour l'instant, voulez-vous qu'on leur interdise l'accès? Nous pouvons leur ordonner de ne pas revenir ici. S'ils le font, ils pourront être arrêtés. Est-ce que je voulais qu'on leur interdise l'accès? La fillette de 8 ans en moi hurlait, oui. La jeune femme de 26 ans a hésité une demi-seconde. Non pas que je doute de la décision, mais parce que je pouvais sentir à quel point elle serait définitive. Oui, ai-je dit. Je veux qu'ils soient tenus à l'écart de moi, et je veux savoir ce qui peut être fait concernant ce qu'ils ont fait à l'époque. Si tant est qu'il y ait quelque chose à faire, a-t-il répondu, les sourcils légèrement levés. Nous verrons ce qui est consigné, a-t-il répondu. Parfois, de vieilles affaires peuvent être rouvertes s'il y a de nouvelles informations ou un préjudice continu. Quoi qu'il en soit, vous avez bien fait d'appeler. Bien fait. J'ai répété ces mots dans ma tête pendant qu'il retournait dans le couloir pour finir de parler à mes parents. Je n'ai pas tout entendu, mais j'en ai entendu assez. Avertissement, accusation possible, l'expression « abandon d'enfant » prononcée à haute voix après tant d'années à vivre comme si ce n'était qu'un mauvais rêve. Quand les agents sont finalement partis, mes parents aussi. Pour la première fois depuis la station-service, c'était mon choix. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé qui avait refroidi et j'ai appelé les 2 personnes qui avaient mérité le droit d'être dans ma vie. Tante Elisa a décroché à la première sonnerie. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix tremblait en lui racontant tout. Le coup à la porte, la demande d'aide, les agents dans le couloir. À l'autre bout du fil, elle est devenue très silencieuse. J'ai toujours su que cela pourrait arriver, a-t-elle finalement dit. J'espérais juste que non. Tu savais qu'il pourrait revenir? Je ne savais pas, a-t-elle corrigé. Je m'y attendais. Les gens comme tes parents vivent rarement avec leur choix pour toujours. À un moment donné, les conséquences les rattrapent et ils commencent à se raccrocher à quiconque ils peuvent entraîner dans leur chute. Alors tu penses que c'est ça? Pas du regret, mais du désespoir. Je pense qu'ils regrettent la situation dans laquelle ils se trouvent, a-t-elle dit. Je ne sais pas s'ils regrettent ce qu'ils t'ont fait. Son honnêteté faisait mal, mais c'était comme un antiseptique sur une plaie infectée. Un agent a dit qu'ils examineraient l'ancien dossier, lui ai-je dit. Il a mentionné la réouverture d'affaires. Oh, il y a un dossier, a dit Elisa d'un ton sombre. J'ai gardé des copies de tout, rapport, évaluation, ordonnance du tribunal. Ils ne t'ont pas seulement oublié à cette station-service, Sarah. Ils faisaient l'objet d'une enquête pour un schéma de négligence bien avant ça. La station-service a juste été la première fois où ils n'ont pas pu s'en sortir en parlant. J'ai dégluti. Pourquoi personne ne me l'a dit? Tu avais 8 ans, a-t-elle dit doucement. Tu pensais déjà que tu étais la raison de leur départ. Je n'allais pas mettre leur péché sur tes épaules en plus. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Apporte-moi ce que tu as, ai-je finalement dit. S'il y a un moyen de les tenir responsables maintenant, je veux le savoir. Je serai là demain, a-t-elle promis. On ne va pas fuir ça. Après avoir raccroché, j'ai appelé Amy. Elle a écouté dans un silence stupéfait tandis que je lui racontais la même histoire. Je savais qu'ils étaient horribles, a-t-elle dit lentement. Je ne réalisais juste pas qu'ils étaient le genre d'horribles qui viennent avec des rapports de police. J'ai appelé les flics contre mes propres parents, ai-je dit, testant la phrase à voix haute. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non?
Ça veut dire que tu t'es choisi, a-t-elle répondu. Enfin. Pendant les jours qui ont suivi, mon appartement s'est transformé en une étrange combinaison d'ateliers d'artistes et de salles des pièces à conviction. Elisa a étalé des dossiers en manille sur ma table, des rapports d'incidents, des notes de travailleurs sociaux, des photos pour lesquelles je ne me souvenais pas avoir posé une petite fille s'agrippant à une couverture dans le couloir d'un hôpital, une maison à la peinture écaillée et à l'herbe envahissante, des notes manuscrites sur des gardiens peu fiables et des conditions dangereuses. Chaque page était une preuve de plus que ce qui m'était arrivé n'était pas un malentendu ou une mauvaise blague qui avait mal tourné. C'était un choix, répété, documenté et ignoré jusqu'au jour où ils sont partis et ne sont pas revenus. Une ligne dans un vieux rapport m'a serré la gorge. L'enfant exprime la conviction qu'elle cause trop de problèmes et que ses parents changeront si elle est meilleure. Je me souvenais avoir dit ça. Je n'avais simplement pas réalisé que quelqu'un avait écouté assez attentivement pour l'écrire. Le temps que le détective appelle pour fixer un rendez-vous, ma décision était déjà prise. S'il y avait la moindre justice à tirer de ce qu'ils avaient fait, même après toutes ces années, je la voulais. Le bureau du détective était plus petit que ce à quoi je m'attendais, encombré de dossiers et d'une plante mourante sur le rebord de la fenêtre. Il s'est présenté, m'a offert un café que je n'ai pas bu, et a ouvert un carnet neuf. « Sarah, a-t-il commencé, j'ai examiné les anciens rapports et parlé à votre tante. J'ai aussi lu les notes de l'agent de l'autre soir. Je suis désolée pour ce que vous avez traversé. Les gens disent souvent ça quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Cette fois, ça ne sonnait pas comme du remplissage. On aurait dit qu'il avait vraiment vu les mots sur le papier et compris que ce n'était pas que des histoires. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Il a tapoté la pile de rapports photocopiés qu'Elisa avait apportés. Une partie de ceci est trop ancienne pour des poursuites pénales, a-t-il dit. Les délais de prescription sont compliqués. Mais l'abandon à la station-service, combiné aux nouveaux contacts, à la façon dont ils se sont présentés, à la pression financière qu'ils exercent sur vous, il a marqué une pause. Nous ne pourrons peut-être pas punir le passé comme il l'aurait mérité, mais nous pouvons absolument vous protéger au présent. Protéger ? Voilà encore ce mot. Je ne veux pas seulement une protection, ai-je dit doucement. Je veux qu'ils affrontent ce qu'ils ont fait. Même si c'est juste être forcé de le dire à voix haute dans une pièce où quelqu'un d'autre écoute. Nous pouvons tout documenter, a-t-il dit. S'ils continuent à vous contacter, nous pouvons passer des avertissements aux accusations, harcèlement, intimidation. S'ils essaient d'utiliser votre identité ou de vous forcer à signer quoi que ce soit, c'est de la fraude. Et l'ancien dossier ne disparaît pas simplement. Les juges n'aiment pas voir les mots « abandon d'enfant » à côté du nom de quelqu'un. Il m'a étudié un instant. Je ne vous dirai pas quoi faire, mais je vous poserai cette question, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir dormir la nuit ? La réponse est venue plus facilement que je ne l'attendais. J'ai besoin qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas débarquer dans ma vie, exiger de l'aide et repartir comme si de rien n'était. J'ai besoin qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences pour eux, pas seulement pour moi. Son stylo a gratté la page. Puis il a hoché la tête une fois. S'ils vous recontactent, appelez-nous immédiatement. Si vous êtes d'accord, nous pourrons être à proximité. Pas pour leur tendre une embuscade, a-t-il ajouté, mais pour nous assurer que les choses ne dégénèrent pas et pour documenter leur comportement de première main. Je suis sorti du commissariat avec une carte dans ma poche et une étrange sensation d'élan, comme si je m'étais enfin retourné et que j'avais commencé à marcher vers le monstre au lieu de m'en éloigner. Mes parents ne se sont pas montrés le lendemain, ni le jour d'après. Pendant une semaine, mon téléphone est resté silencieux, à l'exception de textos sur l'ouverture de la galerie et d'amis m'envoyant de mauvais mèmes pour me faire rire. Puis les messages ont commencé. Des numéros inconnus, des messages vocaux que je n'ai pas écoutés au début. Quand j'en ai finalement écouté un, la voix de ma mère a crépité dans le haut-parleur, plus faible et plus désespérée qu'auparavant. « Sarah, s'il te plaît. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. On a juste besoin de parler. On est désolé. D'accord. On a des ennuis. Toi, tu t'en sors bien. Tu peux nous aider. On est toujours tes parents. Toujours vos parents ? J'ai transféré le message vocal au détective.
Quelques heures plus tard, il a rappelé. Si vous êtes d'accord, a-t-il dit, nous aimerions être là la prochaine fois qu'ils viendront. Vous n'avez pas à les laisser entrer. Gardez simplement votre porte fermée et parlez à travers comme la dernière fois. Pensez-vous qu'ils viendraient si vous leur disiez que vous êtes prête à écouter? La pensée m'a donné la chair de poule. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé des années à peindre cette station-service en arrière-plan de chaque toile, a senti quelque chose de froid et précis se mettre en place. Ils viendront, ai-je dit. S'ils pensent que je pourrais enfin leur donner ce qu'ils veulent, ils viendront. Nous avons organisé ça 2 jours plus tard. J'ai envoyé un seul message au numéro depuis lequel ma mère avait appelé. Si vous voulez parler, venez à mon appartement jeudi à 18h. On fait ça une fois. Après ça, plus de surprises. La réponse est arrivée presque immédiatement. On sera là. Merci, ma chérie. Ma chérie. Le mot m'a presque fait rire. Jeudi, j'ai nettoyé l'appartement comme je le faisais toujours quand j'étais nerveuse, essuyant le même comptoir 3 fois, redressant des piles de toiles déjà droites. Elisa était assise à ma table, les bras croisés, me regardant faire les 100 pas. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a-t-elle rappelé. Tu peux leur dire de ne pas venir. On peut quitter la ville pour le week-end. J'en ai marre de fuir dans ma tête, ai-je dit. J'ai besoin de les entendre le dire. J'ai besoin qu'ils m'entendent dire non. Elle m'a étudié, puis a hoché la tête. Alors je serai là. Tu ne le feras pas seul. À 17h45, mon téléphone a vibré. Un texto du détective. Nous sommes dans l'immeuble. S'ils se présentent et ne veulent pas partir, appelez. Nous serons à votre porte en quelques minutes. À 17h58, le premier coup a retenti. Plus doux cette fois, presque hésitant. Puis un autre, plus fort, quand je n'ai pas répondu immédiatement. Sarah. La voix de ma mère a flotté à travers le bois. C'est nous. On est là. Je me tenais juste hors de vue, mon cœur battant à tout rompre, mais mes pieds solidement ancrés au sol. Souviens-toi, a chuchoté Elisa, assez près pour que je sois la seule à entendre. C'est toi qui contrôles. C'est ta maison, ta porte, ta vie. J'ai pris une inspiration et j'ai parlé à travers la porte. Je suis là. Je n'ouvre pas. On parle comme ça. Il y eut une petite pause stupéfaite, puis mon père a dit, très bien, tant que tu écoutes. Ils ont commencé par leur histoire. C'était un fouillis d'excuses et de demi-excuses, l'entreprise en faillite avant ma naissance, les disputes pour l'argent, le sentiment d'être piégé par un enfant eu trop jeune. Comment la station-service, dans leur esprit, était censée être un électrochoc. Comment ils avaient paniqué et continué à rouler, puis s'étaient convaincus que les services sociaux prendraient mieux soin de moi qu'ils ne le pourraient jamais. Vous avez fait un choix, ai-je interrompu. Vous n'avez pas paniqué pendant 18 ans. Vous êtes parti et vous avez continué. La voix de ma mère s'est brisée. On avait honte. Chaque année qui passait, il devenait plus difficile de revenir. On regardait les publications de Noël de ta tante, tes photos de classe. On pensait que tu étais mieux sans nous. Jusqu'à ce que les choses aillent mal pour nous. Et là, ai-je terminé, vous vous êtes souvenu que j'existais. Parce que vous aviez besoin de quelque chose. Ils sont restés silencieux. Vous n'avez pas perdu votre fille, ai-je dit. Vous l'avez donnée, sur une autoroute à côté d'une pompe à essence. Du coin de l'œil, j'ai vu la gorge d'Elisa bouger alors qu'elle déglutissait. Sa main a trouvé le dossier d'une chaise et s'y est agrippée. On essaie de réparer ça, a insisté mon père. Écoute, on est là. On parle. Tu as réussi maintenant. Tu peux nous aider à rembourser le pire. Un prêt. C'est tout ce qu'on demande. On sait que tu as des économies. On a vu l'article sur ton exposition. Tu t'en sors bien. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé. Vous vous êtes renseigné sur moi, ai-je dit lentement. Pendant des années. Vous saviez où j'étais. Vous saviez que j'étais en vie. Et vous n'avez quand même jamais appelé avant d'avoir besoin d'argent. De l'autre côté de la porte,
ma mère s'est mise à pleurer, fort et salement, comme elle le faisait autrefois quand une facture arrivait par la poste et qu'il n'y avait pas assez sur le compte pour la payer. « S'il te plaît, Sarah, a-t-elle supplié. Il nous menace. Si tu n'aides pas, on pourrait tout perdre. Vous m'avez déjà perdu, ai-je répondu. Ça aurait dû être tout. Ils ont continué à parler. Je les ai laissés faire. Chaque mot, chaque supplique, chaque justification s'est enfilée dans une chronologie remontant à cette station-service. Et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Ce n'était pas une question d'amour ou de culpabilité. C'était une question de survie. La leur, pas la mienne. Mon téléphone était sur le comptoir, à portée de main, l'écran allumé avec le numéro du détective prêt à être composé. Tu as dit à un flic que tu voulais qu'il subisse les conséquences, a dit Elisa doucement, lisant dans mes pensées. Tu n'as pas à faire ça pour qui que ce soit d'autre que toi-même. Pas même pour moi. J'ai pris le téléphone et j'ai appuyé sur appeler. Ils sont là, ai-je dit au détective quand il a répondu. Ils sont à ma porte, demandant de l'argent, avouant tout ce qu'ils ont fait. Je ne me sens pas en sécurité. Je veux que vous veniez. On arrive, a-t-il dit. Restez à l'intérieur. Gardez la porte verrouillée. Faites-les parler si vous le pouvez. J'ai reposé le téléphone sur le comptoir et je me suis appuyé contre le cadre de la porte, soudainement calme. Vous savez, ai-je dit en élevant la voix pour qu'elle passe à travers la porte, pendant longtemps, j'ai pensé que l'univers équilibrerait les choses de lui-même. Que le karma s'occuperait de vous. Mais j'ai réalisé quelque chose. Quoi ? A demandé mon père. J'ai réalisé que l'univers ne frappe pas à votre porte, ai-je dit. Parfois, c'est à vous de le faire. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Les sirènes dehors, si. Elles ont commencé comme un faible hurlement au loin, devenant plus fort, plus proche, tranchant à travers les sanglots de ma mère et les jurons marmonnés de mon père. Le chien du 3B s'est mis à aboyer. Des pas ont martelé les escaliers. Les coups sur ma porte ont cessé. Sarah, a murmuré ma mère. Qu'est-ce qui se passe ? Des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers le Judas. Quelqu'un a martelé la porte principale de l'immeuble en bas. Des voix lançant des ordres clairs. J'ai entendu mon nom de famille. 5 minutes après que mes parents ont commencé à frapper à ma porte, la police frappait à la leur. Elisa m'a regardé, quelque chose comme une fierté féroce scintillant derrière son inquiétude. Quoi qu'il arrive ensuite, a-t-elle dit, tu n'as abandonné personne. Tu t'es choisi. Pour la première fois depuis cette station-service, je l'ai cru. Quand les sirènes se sont tues devant mon immeuble, le couloir est devenu silencieux pendant une demi-seconde. Comme si tout l'endroit retenait son souffle avec moi. Puis tout s'est passé en même temps. J'ai entendu la porte principale en bas s'ouvrir en claquant, des bottes dans les escaliers, le crépitement des radios rebondissant sur les murs étroits. Mes parents ont commencé à parler en même temps, leur voix montant en panique. C'est ridicule, a lancé mon père. Nous sommes ses parents. Nous ne sommes pas des criminels. Vous avez abandonné un enfant, a répondu un agent, la voix sèche et professionnelle. En ce moment, vous êtes ici sans y être invité après avoir été averti de ne pas revenir. C'est suffisant. On a frappé vivement à ma porte. Pas frénétiquement cette fois. Maîtrisé. Sarah, c'est le détective Cole. On peut entrer un moment ? J'ai regardé Elisa. Elle a hoché la tête une fois. J'ai déverrouillé la porte et les laissé entrer avec un autre agent, puis je l'ai reverrouillé derrière eux. Le bruit du couloir est devenu étouffé, lointain. Dans mon salon, tout semblait étrangement petit et trop lumineux. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. Personne ne m'avait jamais demandé ça avec mes parents de l'autre côté d'un mur. « Je vais bien », ai-je dit. Ma voix était stable. Mes mains ne tremblaient pas. C'était nouveau. Il a jeté un rapide coup d'œil à la pièce, vérifiant probablement des signes de lutte, puis s'est concentré sur moi. Ils sont retenus dans le couloir pendant que nous réglons ça. Je dois vous demander à nouveau, officiellement, voulez-vous qu'on leur interdise formellement l'accès à cet immeuble ? Oui, ai-je dit.
Je ne veux plus jamais les voir ici. Il a hoché la tête et a pris une note. Vous avez bien fait de garder la porte fermée, a-t-il ajouté. Vous avez aussi bien fait de les faire parler. Nous avons capté plus que vous ne le pensez sur l'audio de la caméra du couloir. J'ai cligné des yeux. Caméra? Il a montré le coin de mon plafond près de la porte. J'avais toujours pensé que le dôme noir appartenait au système de sécurité de l'immeuble et n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. Elle couvre le couloir devant votre appartement, a-t-il expliqué. Nous avons les images de l'autre soir et nous enregistrons maintenant. Combiné avec l'ancien dossier des services sociaux et ce que votre tante a apporté, c'est plus qu'une mauvaise réunion de famille. Elisa s'est approchée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il nous a regardés toutes les deux. Ça veut dire que nous ne parlons pas seulement d'une erreur ponctuelle il y a 18 ans. Nous avons un schéma documenté. Négligence, abandon, et maintenant harcèlement, intimidation et tentative d'exploitation financière de l'enfant même qu'ils ont abandonné. Sauf que cet enfant est une adulte maintenant. Et elle nous a appelés au lieu d'attendre qu'il décide de son sort. Les mots ont mis du temps à s'imprégner. Schéma. Exploitation. Exploitation financière, ai-je répété. Parce qu'ils m'ont demandé de l'argent. Ça seul est moche mais pas illégal, a-t-il dit. Ce qui est illégal, c'est ça. Il a sorti un dossier de son sac, en a glissé un document photocopié et l'a tenu pour que je puisse le voir. Quand nous avons commencé à creuser après votre appel, nous avons passé votre nom dans quelques bases de données. Quelqu'un a déjà essayé d'utiliser votre numéro de sécurité sociale pour demander un prêt personnel l'année dernière. La demande a été refusée, mais la tentative est enregistrée. Le numéro de contact remonte à l'une des adresses précédentes de votre mère. Mon estomac s'est noué, même si une partie de moi n'était pas du tout surprise. Alors ils essayaient déjà de m'utiliser, ai-je dit. Ils ne me l'ont juste pas dit. C'est pourquoi je vous ai demandé de quoi vous aviez besoin pour dormir la nuit, a-t-il répondu. Parce que de mon point de vue, nous avons dépassé les sentiments blessés. Nous parlons de vol d'identité et d'une longue histoire où ils ont fait passer leurs besoins avant votre sécurité. Dehors, mon père a élevé la voix. On veut juste une chance de s'expliquer. Elle nous doit bien ça. La mâchoire d'Elisa s'est crispée. Elle ne vous doit rien du tout, a-t-elle marmonné à voix basse. Le détective a croisé mon regard. Voici ce que nous pouvons faire ce soir, a-t-il dit. Nous émettons un ordre d'éloignement formel. S'ils reviennent, ils vont en prison. Nous prenons vos dépositions et celles de votre tante, nous collectons les images et nous transmettons tout au procureur. Il décidera de poursuivre ou non pour harcèlement et tentative de fraude. Et pour ce qu'ils ont fait quand j'avais 8 ans, ai-je demandé. Il a expiré lentement. Une partie est prescrite pour les poursuites pénales, mais ce n'est pas invisible. Les juges et les procureurs voient les schémas. Les anciens rapports comptent. Et s'ils sont accusés maintenant, ces anciens rapports aideront le tribunal à comprendre à qui ils ont affaire. Ce n'était pas la justice pure que j'avais fantasmée enfant. Des sirènes remontant le temps jusqu'à cette station-service. Des agents sortant ma mère du siège conducteur avant qu'elle ne puisse me laisser derrière. Mais c'était quelque chose. D'accord, ai-je dit. Faites-le. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Il a hoché la tête une fois, comme s'il attendait ça. Une dernière chose, a-t-il ajouté. Ils veulent vous parler là dehors. Je vous le déconseille, mais si vous voulez dire quelque chose avec nous juste à côté de vous, vous le pouvez. Sachez juste qu'ils essaieront probablement de rendre ça émotionnel à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mes mains, la légère tache de peinture encore sous mes ongles, la minuscule cicatrice argentée sur mon pouce, souvenir d'un jouet cassé qui m'avait coupé enfant. Et ma mère m'avait dit d'arrêter de pleurer parce qu'on ne pouvait pas se permettre des enfants faibles. J'avais pleuré seule dans la salle de bain ce jour-là, pressant du papier toilette sur ma peau jusqu'à ce qu'il colle. Maintenant, j'avais 2 agents et ma tante qui attendaient pour me soutenir si j'élevais la voix. Je dirais une chose, ai-je décidé. Ensuite, j'en aurais fini.
Le couloir semblait plus petit que mon salon, bordé d'une peinture beige écaillée et d'une rangée de portes qui paraissaient soudain trop fragiles. Mes parents se tenaient entre deux agents près de la cage d'escalier. Le mascara de ma mère avait coulé en croissant sombre sous ses yeux. Les épaules de mon père étaient rigides, ses mains se crispant sur du vide car elles n'étaient pas menottées. Pas encore. Le visage de ma mère s'est décomposé en me voyant. Sarah, a-t-elle sangloté, essayant d'avancer jusqu'à ce que l'agent à côté d'elle lève une main. S'il te plaît, tu dois écouter. Nous sommes tes parents. Le voilà encore, ai-je dit doucement. Ce mot. Vous continuez à l'utiliser comme si c'était une clé magique. Mon père a froncé les sourcils. On a fait des erreurs, a-t-il dit. Mais on est toujours ta famille. J'ai regardé de lui aux agents, à Elisa se tenant solidement à mes côtés, aux voisins qui jetaient un œil à travers des portes à peine ouvertes, prétendant ne pas regarder. Non, ai-je dit. Elle est ma famille. J'ai incliné la tête vers Elisa. Vous êtes deux étrangers dont le dernier véritable acte en tant que mes parents a été de me laisser à une station-service pour voir si je pouvais retrouver mon chemin. Je l'ai retrouvé. Simplement, ce n'était pas jusqu'à vous. Le souffle de ma mère s'est coupé. On a souffert, a-t-elle dit d'une voix étranglée. On a perdu la maison. On a été poursuivi par des créanciers. On a été malade. Vous avez souffert à cause de vos choix, ai-je coupé. J'ai souffert parce que j'étais une enfant que vous avez décidé de jeter. Et même maintenant, vous n'êtes pas ici parce que vous m'aimez soudainement. Vous êtes ici parce que vous n'aviez plus d'option. Je me suis approchée, m'arrêtant juste hors de portée. Les agents se sont tendus, observant, mais j'ai gardé les mains le long du corps. C'est la dernière fois que nous parlons, ai-je dit. Vous n'êtes pas les bienvenus dans ma maison, dans ma vie, ou dans l'histoire que je raconte sur moi-même. Si un juge le demande un jour, je lui dirai exactement ce que vous avez fait et ce que vous essayez encore de faire. Et si vous essayez d'utiliser mon nom, mon numéro ou ma culpabilité pour vous sauver à nouveau, j'utiliserai chaque morceau de papier de ce dossier pour m'assurer que ça vous coûte cher. Pendant une seconde, le seul son fut la respiration saccadée de ma mère. Tu ne peux pas nous effacer, a dit mon père doucement. On fait partie de qui tu es. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est moi qui décide de quelle partie. Vous n'êtes pas les personnes qui m'ont défini. Vous êtes l'avertissement. Vous êtes la photo avant dont je me suis éloignée. Derrière moi, le détective Cole a pris la parole, d'une voix ferme. Vous l'avez entendu, a-t-il dit à mes parents. Il vous est formellement interdit d'accéder à cette propriété. Vous ne devez pas la contacter par téléphone, email ou en personne. Si vous le faites, vous serez arrêté. C'est insensé, a marmonné mon père. C'est notre fille. C'est une adulte, a corrigé le détective. Et vous faites l'objet d'une enquête. Je vous suggère de réfléchir très attentivement à votre prochain mouvement. Ils ont été escortés en bas des escaliers, passant devant la lumière vacillante du palier, sortant dans la nuit où la voiture de patrouille attendait avec sa portière ouverte comme une promesse. Je ne les ai pas regardés partir. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais déjà fait une fois. Cette fois, je me suis retournée et je suis rentrée dans mon appartement avant même que le moteur ne démarre. Pour la première fois en 18 ans, ce n'était pas moi qu'on laissait derrière. C'était moi qui fermais la porte. L'enquête n'a pas changé ma vie du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de scène de tribunal spectaculaire le lendemain matin, pas de gros titres instantanés, pas de grands discours. Il y a eu des rendez-vous, des appels téléphoniques, de la paperasse, des salles d'attente avec du mauvais café et des chaises qui vous faisaient mal au dos. Le genre de processus lent et laborieux derrière lequel la vraie justice se cache généralement. Le bureau du procureur m'a interrogé 2 fois. Ils ont interrogé Elisa. Ils ont sorti chaque pièce de mon ancien dossier, chaque note qui avait jamais été griffonnée à côté de mon nom. Ils ont demandé les dossiers de mon court séjour en famille d'accueil avant que le tribunal ne me place chez ma tante. Ils ont réclamé la demande de prêt que quelqu'un avait déposée avec mon numéro de sécurité sociale et ont retracé l'adresse IP d'où elle provenait. 1 mois plus tard, le détective Cole a appelé. Nous allons de l'avant,
a-t-il dit. Harcèlement, tentative de fraude. Nous incluons également un historique de négligence provenant des dossiers des services sociaux. Ça n'annulera pas ce qui s'est passé, mais ça sera posé devant un juge avec leur nom dessus. Iront-ils en prison, ai-je demandé. C'est possible, a-t-il dit. Ça dépend du juge, de leurs antécédents, de leur avocat. Mais même s'ils n'y vont pas, il y aura des conséquences. Des amendes, une mise à l'épreuve, des restrictions. Leur crédit est déjà un désastre et cela n'aidera pas. Plus important encore, il y aura un dossier qui les suivra. Ils ne seront pas considérés comme des personnes inoffensives qui ont juste fait une erreur. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Enfant, j'avais imaginé ma vengeance en grands traits cinématographiques. Mes parents à genoux, implorant mon pardon. Moi, m'éloignant pendant que tout ce qui leur importait brûlait derrière moi. Mais en grandissant, c'était devenu plus compliqué. Maintenant, ça ressemblait à ça, un dossier plus épais qu'avant. Un juge lisant des mots comme « abandon » et « vol d'identité » dans le même paragraphe. Les deux personnes qui avaient autrefois tenu mon avenir entre leurs mains, debout devant un tribunal sans plus rien à négocier. La date de l'audience a été fixée 3 mois plus tard. Pendant ce temps, la vie continuait. L'exposition a ouvert. Les gens passaient devant mes toiles avec des verres de vin à la main, penchant la tête et murmurant des mots comme « poignant »,« brut » et « résili ». Ils s'attardaient le plus longtemps devant un tableau, une autoroute au crépuscule, une petite station-service brillant comme une blessure au loin, et au premier plan, une femme debout, lui tournant le dos, marchant vers un horizon fait de lumière de la ville. Personne ne savait que c'était ce que j'avais de plus proche d'un autoportrait. Après le vernissage, une journaliste locale a demandé à m'interviewer. Pas sur mes parents, mais sur la façon dont le traumatisme avait façonné mon article. Je n'ai pas donné de nom. Je ne lui ai pas parlé de la date du tribunal. Je lui ai juste dit la vérité. Je pensais que guérir signifiait faire comme si ça n'était jamais arrivé, ai-je dit. Maintenant, je pense que ça signifie raconter l'histoire d'une manière où je ne suis plus la personne la plus faible dans la pièce. Elisa a encadré l'article et l'a accroché dans son couloir. Amy en a fait son fond d'écran de téléphone. Le matin de l'audience, j'ai enfilé le seul blazer que je possédais et j'ai vu mon reflet dans le miroir. Mes cheveux étaient relevés. Mes yeux étaient clairs. La femme qui me regardait ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait besoin que ses parents valident ce qui lui était arrivé. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà décidé ce que signifiait chez soi. Le palais de justice sentait le papier et la vieille climatisation. Elisa était assise d'un côté de moi sur le banc en bois dur, Amy de l'autre. Quand l'huissier a appelé les noms de mes parents, ils sont entrés par une porte latérale. Ils semblaient plus petits que dans mon souvenir, pas physiquement, bien qu'ils aient tous deux perdu du poids. Plus petits d'une manière qui n'avait rien à voir avec la taille. Ils m'ont vu. J'ai vu la lueur d'espoir, le calcul rapide. Peut-être que si elle nous voit comme ça, elle parlera en notre faveur. Je ne l'ai pas fait. Le juge a lu les charges. Harcèlement, tentative de fraude, violation des ordonnances antérieures des services sociaux concernant le contact. L'avocat commis d'office a présenté un faible argument sur le désespoir financier et un malentendu familial. Le procureur a exposé les faits avec une précision clinique, faisant glisser les rapports et les enregistrements un par un. L'audio du couloir a été diffusé par un petit haut-parleur. La voix de ma mère a rempli la pièce, cassante et suppliante. Ma propre voix a suivi, calme et tranchante. Vous n'avez pas perdu votre fille. Vous l'avez donnée. Le juge a jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes à mes parents. Sa bouche était une ligne droite. Quand ce fut mon tour de parler, je ne me suis pas levée pour eux. Je me suis levée pour moi. Je ne suis pas ici parce que je suis en colère qu'ils soient pauvres, ai-je dit. Je suis ici parce que quand j'avais 8 ans, ils m'ont traité comme quelque chose qu'ils pouvaient laisser derrière eux pour se faciliter la vie. Et maintenant, des années plus tard, ils se sont présentés chez moi en essayant à nouveau d'utiliser ma vie. Je ne vous demande pas de réparer mon enfance. Je vous demande de dire clairement que les gens n'ont pas le droit de faire ça et de s'en sortir indemnes.
Ma voix n'a pas tremblé, pas une seule fois. Finalement, la sentence n'a pas été spectaculaire. Elle ne l'est presque jamais. Mise à l'épreuve, conseil financier obligatoire, restitution pour les dommages à mon crédit, une ordonnance de non-contact qui s'étendait sur des années, une note ajoutée à leur dossier qui les suivrait dans toute situation où ils essaieraient de se positionner comme des soignants. Ils n'iraient pas en prison pour une décennie. Ils ne vivraient pas dans la peur constante des sirènes. Mais pour la première fois de leur vie, ils étaient officiellement, formellement, publiquement étiquetés comme ce qu'ils étaient, et je n'étais plus la seule à le dire. À l'extérieur du palais de justice, ma mère a essayé de croiser mon regard alors qu'on les emmenait. Je me suis tournée vers Elisa à la place. « Tu l'as fait » a-t-elle dit doucement. « Tu es retournée jusqu'à cette station-service sans jamais quitter cette ville. » Je ne suis pas retournée, ai-je répondu. Je l'ai amené ici, et puis je l'ai dépassé. Nous sommes rentrés à la maison. Plus tard cette semaine-là, Amy m'a conduite hors de la ville, au-delà des centres commerciaux et des lotissements, jusqu'à un tronçon d'autoroute solitaire que je n'avais pas vu depuis mes 8 ans. La station-service était toujours là, bien que les pompes soient plus récentes et que le logo ait changé. Le panneau à l'avant annonçait du café bon marché et des encas trop chers. « Tu es sûre de ça » a-t-elle demandé alors que nous nous garions. « Non » ai-je dit honnêtement. « Mais je crois que j'ai besoin de la voir comme l'endroit qu'elle est, pas comme le fantôme qu'elle a été. » Nous avons racheté du café que nous n'avons pas bu et nous nous sommes tenus près de la fenêtre où un adolescent blasé encaissait des tickets de loterie. Dehors, des voitures entraient et sortaient, moteur au ralenti, portière claquant. Personne ne nous a regardés 2 fois. J'ai marché jusqu'au bord du parking, à l'endroit où le bitume rencontrait le gravier. Dans mon souvenir, cet endroit avait été énorme, une mer d'asphalte sans fin s'étendant à l'infini. Maintenant, ce n'était qu'un parking. J'ai imaginé la version de moi de 8 ans, debout là où j'étais, serrant un gobelet collant, regardant les feux arrière se réduire au loin. Je pensais que c'était l'endroit où ma vie s'était terminée, ai-je dit. Maintenant, je pense que c'est juste l'endroit où les mauvaises personnes sont parties. Amy a légèrement cogné son épaule contre la mienne. Et où les bonnes personnes t'ont trouvé. J'ai souri. Ouais, c'est vrai. Sur le chemin du retour à la voiture, j'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. La station-service ne ressemblait plus à une blessure. Elle ressemblait à un point de repère, un en-tête de chapitre, un endroit que j'avais traversé, pas un endroit où je vivais. Cette nuit-là, dans mon appartement, j'ai commencé une nouvelle peinture. Pas d'autoroute, pas de pompe à essence, pas de porte. Juste une femme debout devant une toile vierge, un pinceau à la main, le contour d'une clé sur la table à côté d'elle. La légende que j'ai écrite des semaines plus tard en postant une photo en ligne était simple, ils m'ont laissé pour voir si je pouvais retrouver mon chemin. Il s'est avéré que je n'en avais pas besoin. J'en ai construit un. Si vous deviez choisir, ouvririez-vous la porte aux personnes qui vous ont brisé, ou la fermeriez-vous enfin à clé de l'intérieur ?